Vous avez déjà pris un Vélib un matin de pluie à Paris? C'est pas exactement le rêve. Les gouttes qui te fouettent le visage, les voitures qui klaxonnent, les bus qui passent trop près, les pavés glissants. Mais il y a aussi un petit truc grisant là-dedans. La sensation d'être libre, de filer entre les fils de voitures, de gagner du temps alors que les autres s'énervent dans les bouchons. C'est un mélange bizarre, tu vois, entre galère et victoire. Et c'est exactement ce que ressentait Thomas. Thomas, c'est pas un grand sportif. Quarantaine, bosse dans la com, habite dans le 12e, un appart pas bien grand mais confortable, avec vue sur les toits gris et les antennes télé. Avant, comme tout le monde, il prenait le métro. Lignant le matin, collé serré entre un cadre qui lit les échos et une étudiante qui révise ses cours de droit. La routine, les annonces. Attention à la marche en descendant du train. Les retards, les grèves. Bref, pareil quoi. Et puis un jour, il en a eu marre. C'était un lundi, il pleuvait, il avait encore raté son métro, trempé jusqu'aux os. Et il s'est dit, franchement, c'est plus possible. Alors il a décidé de faire du vélo. Tous les jours. Pour aller bosser, pour rentrer, pour les courses, pour tout. Pas par effet de mode, non. Juste pour respirer un peu, pour éviter la foule et parce que ça lui donnait l'impression de reprendre le contrôle. Au début, tout le monde a trouvé ça génial. Sa mère lui a dit au téléphone, « Tu verras, ça va te faire du bien au cœur. » Ses collègues, un peu jaloux, lançaient « T'as raison, t'es écolo, sportif, tout ça en même temps. » Et même lui, il sentait une fierté nouvelle. Il arrivait au bureau avec les joues rouges, les cheveux décoiffés par le vent, mais un petit sourire au coin des lèvres. Comme s'il avait gagné une bataille invisible contre la ville. Sauf que, et là, tu me vois venir, la ville, elle n'est pas si tendre que ça. Parce que oui, pédaler au bord des quais avec la Seine qui brille au soleil, ça a son charme. Mais rester coincé derrière un camion qui crache un nuage noir en pleine montée de Bastille, c'est une autre histoire. L'air qu'il respirait tous les jours, c'était pas franchement l'air pur des montagnes. C'était l'air de Paris. Mélange de potes d'échappement, de poussière, de pluie sale. Et ça, Thomas ne voulait pas trop y penser. Il se disait juste, c'est Paris, c'est comme ça. Et vous auriez fait quoi à sa place? Vous seriez descendu du vélo? Vous auriez mis un masque ou vous auriez fait comme lui? Continuez en vous persuadant que l'effort compense tout le reste, parce que c'est là que commence l'ironie de son histoire. Thomas croyait protéger sa santé, et il avait toutes les raisons de le croire. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ses poumons, eux, allaient raconter une toute autre histoire. Pourquoi regarder jusqu'à la fin? Parce que ce qui est arrivé à Thomas, honnêtement, personne ne s'y attendait, même pas lui. Et ça pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous, demain matin, en enfourchant un vélo sous la pluie parisienne. Le truc avec le vélo, c'est que ça devient vite une habitude. Au début, Thomas comptait les jours. Premier trajet, deuxième, troisième. Il envoyait même des photos à ses potes. Un selfie avec la tour Eiffel floue derrière ou un lever de soleil sur la Seine depuis le pont de Bercy. Et puis, comme toujours, ça s'est fondu dans la routine. Comme quand tu changes de café du matin, au début, tu remarques la différence. Et puis, très vite, c'est normal. Tous les matins, Thomas sortait de son immeuble, casque sur la tête, sac en bandoulière. La boulangerie du coin ouvrait juste, ça sentait le pain chaud, et la patronne lui lançait un « Bonjour Thomas », alors qu'il filait déjà sur son vélo. Ensuite, direction Nation, puis les grands boulevards, les feux rouges interminables, les taxis qui s'énervent, les piétons distraits au passage clouté. C'était sa nouvelle partition quotidienne. Et quelque part, il aimait aimer ça. Il se sentait plus léger. Il arrivait au bureau plus réveillé que les autres. Il avait même perdu 2 kilos sans rien changer à son alimentation. Le soir, c'était pareil. Quand il traversait Paris au coucher du soleil, avec les immeubles haussmanniens baignés dans une lumière dorée, il avait l'impression de redécouvrir sa ville. Comme si Paris, au lieu d'être un enfer de béton et de klaxons, redevenait une sorte de haut décor de cinéma. Tu vois l'idée? Ses proches s'étaient impressionnés.
Sa mère répétait au téléphone, « Je suis fier de toi, mon fils. Enfin, un peu de sport. » Sa sœur se moquait gentiment. « Bientôt, tu vas t'inscrire au Tour de France. » Même ses collègues, souvent sceptiques de tout, admettaient qu'il avait meilleure mine. Et lui, il se sentait bien, vraiment, plus fort, plus en forme, plus vivant. Mais voilà, il y avait aussi ces petits trucs, des détails presque invisibles, une toux légère, persistante. Une irritation de la gorge qui revenait toujours après ses trajets. Et ce souffle, comment dire, comme un ballon qui se dégonfle trop vite. Rien de dramatique, juste assez pour l'agacer. Il en plaisantait parfois. « Faut croire que mes poumons n'aiment pas la Bastille », disait-il en rigolant après avoir grimpé la côte. Et pourtant, un soir, en rentrant, il a senti une brûlure bizarre dans la poitrine. Pas longtemps, quelques secondes. Suffisamment pour qu'il ralentisse et se dise « Bon, j'espère que c'est rien ». Il en parle à un collègue le lendemain, un peu en passant, entre deux cafés. Et l'autre lui répond « T'inquiète, à Paris, on respire tous de la crasse. Normal que tu tousses. » Et Thomas s'est contenté de ça. C'était fou comme on banalise vite, non? Un symptôme, un petit signe du corps, et hop, on trouve toujours une explication simple. La fatigue, la pollution, le stress. On se dit « ça passera ». Vous, honnêtement, vous auriez pris ça au sérieux? Ou vous auriez fait comme lui? Hausser les épaules, avaler un Doliprane et repartir pédaler comme si de rien n'était. Parce que c'est ça qu'il a fait. Il a continué, jour après jour. Confiant, un peu naïf aussi, persuadé que l'effort suffisait à effacer le reste. Mais en réalité, ses poumons, eux, commençaient déjà à tirer la sonnette d'alarme. Une sonnette qu'il n'entendait pas. Pas encore. Au début, c'était juste une toux, rien de bien méchant. Une petite irritation qui le prenait surtout le matin en arrivant au bureau. Thomas se disait que c'était sûrement le contraste entre le froid dehors et la chaleur des open spaces. Tu connais cette sensation quand tu rentres trempé et qu'un coup de chauffage te tombe dessus? Forcément, ça gratte un peu la gorge. Alors, il n'a pas cherché plus loin. Il est même allé à la pharmacie du coin un soir en rentrant du boulot. Il pleuvait des cordes. Comme souvent à Paris en automne, il s'est retrouvé à terre sous le petit auvent avec 3 autres clients qui toussaient comme lui. La pharmacienne, le sourire fatigué mais toujours aimable, lui a donné un sirop et ajouté « Ça doit être une irritation passagère. Avec la pollution et l'humidité, vous savez, vous verrez, ça va passer. » Et Thomas est reparti rassuré, son petit sac plastique blanc à la main. La carte vitale encore humide d'avoir été posée sur le comptoir. Le lendemain matin, il a repris son vélo, comme si de rien n'était. Mais voilà, la toux restait. Pas tout le temps, pas de manière dramatique. Juste une présence tenace. Un rappel discret que quelque chose clochait. Et quand il en parlait autour de lui, personne ne s'inquiétait vraiment. Un collègue lui a même lancé en rigolant à la machine à café. « Ben alors, si tu fais ton fumeur sans clope? » Tout le monde a ri, Thomas aussi. Mais au fond, ça l'agaçait un peu. Parce que non, il n'avait jamais touché une cigarette. Pas même au lycée. Alors il a trouvé une autre explication. Les allergies, oui, ça devait être ça. Il s'est souvenu qu'au printemps, il y avait souvent les yeux qui piquent, le nez qui gratte. Alors pourquoi pas une réaction à l'air humide? Aux particules en suspension? C'était logique. Enfin, logique assez pour éviter d'aller chez le médecin. Puis oui, il y avait ce souffle. De plus en plus court quand il montait certaines côtes. La rue de Belleville, par exemple, qu'elle appelait, en rigolant, son col du Tour de France. Avant, il la grimpait sans souci. Maintenant, il devait ralentir. Parfois même poser un pied par terre. Il se disait « Faut que je m'entraîne plus. J'ai perdu le rythme. Allez, ça va revenir. » Mais non, ça ne revenait pas. Et quand sa compagne lui a fait remarquer un soir, « Dis donc, t'as une toux bizarre. Ça fait des semaines que ça dure. Tu devrais consulter. » Thomas a haussé les épaules. « T'inquiète, c'est Paris. Tout le monde tousse à Paris. Hein? » Et c'est vrai, quelque part. Tu montes dans un métro en hiver, t'entends une symphonie de toux et d'éternuements, tu marches sur les grands boulevards,
Tu croises des dizaines de gens avec le nez rouge et le paquet de mouchoirs à la main. Alors, comment distinguer le banal du sérieux? Comment savoir si c'est une grippe qui traîne ou un vrai problème? C'est ça qui est terrible, en fait. Les premiers signaux du corps, on les banalise, on s'y habitue, comme une petite alarme qu'on finit par ne plus entendre. Ça vous est déjà arrivé? Une douleur, une gêne, un truc persistant et vous vous dites « ça va passer ». Jusqu'au jour où ça ne passe plus. Pour Thomas, c'était exactement ça. Une toux, un souffle court, une gorge qui gratte. Rien de dramatique, rien qui fasse courir aux urgences. Mais derrière cette façade banale, ses poumons commençaient doucement à se fragiliser. Et il n'avait encore aucune idée de ce qui l'attendait. Un matin, ça a basculé. Pas un grand drame, hein? Pas un malaise spectaculaire en pleine rue avec les pompiers qui débarquent, hein? Non, juste un moment gênant. Thomas montait la côte de Belleville, comme d'habitude, pas sa préférée, mais il la connaissait par cœur. Sauf que ce jour-là, arrivé à mi-pinte, son souffle l'a lâché. Comme si ses poumons disaient « stop » d'un coup. Il a dû poser pied à terre. C'était pas la première fois qu'il s'arrêtait, mais là, il a eu le cœur qui battait beaucoup trop vite, une brûlure dans la poitrine et cette impression étrange d'étouffer. Il a repris son vélo en se disant « OK, je suis fatigué, j'ai mal dormi, ça ira mieux demain. » Mais le doute s'est installé. Le soir, sa compagne l'a regardé avec ce petit froncement de sourcils qu'on réserve aux choses sérieuses. « Écoute, ça fait 1 mois que tu tousses. T'as du mal à respirer, t'es pas bien, tu devrais vraiment aller voir un médecin. » Il a soupiré. « Oui, je vais prendre rendez-vous. » Et comme beaucoup d'entre nous, il a ouvert Doctolib, a vu la liste interminable de médecins avec aucun créneau disponible avant 3 semaines, et il a refermé l'appli. Tu connais ce moment? Quand tu te dis « Ah bon, c'est galère, je verrai plus tard. » Entre-temps, il a continué son quotidien. Mais les signes se multipliaient, une fatigue inhabituelle, des trajets qui semblaient plus longs, et puis cette sensation au bureau que l'air était trop lourd, même assis devant son ordinateur. Parfois, il sortait sur le trottoir juste pour inspirer un peu. Ironique, non? Chercher de l'air frais en plein boulevard parisien. Un midi à la cantine, un collègue l'a remarqué. « T'as mauvaise mine, toi, ça va? » Thomas a souri. « Ouais, un petit rhume qui traîne. » Toujours la même excuse. Toujours la banalisation. Mais au fond, il commençait à s'inquiéter. La nuit, il tossait tellement que sa compagne ne dormait plus. Parfois, il se réveillait lui-même avec l'impression qu'il manquait d'air. Il se disait « c'est sûrement psychologique, j'y pense trop ». Et puis il se tournait de l'autre côté et essayait de rendormir ses angoisses. Le vrai déclic est arrivé un samedi matin. Thomas voulait faire un petit détour en vélo jusqu'au marché d'Allègre. Rien d'exceptionnel, quelques kilomètres de plus que d'habitude. Mais en chemin, il a dû s'arrêter 2 fois. Pas parce qu'il avait mal aux jambes, non. Parce qu'il n'arrivait plus à remplir ses poumons correctement. Il laisse rentrer chez lui, pâle, trempé de sueur malgré le froid. Et là, il a lâché devant sa compagne. « OK, je crois qu'il y a un problème. » C'est fou comme on attend toujours ce moment-là. On repousse, on minimise, on se dit que ça va passer jusqu'au jour où le corps nous met le nez dedans. Et vous auriez attendu jusque-là? Vous seriez allé voir un médecin dès les premières toux? Ou vous auriez, comme lui, repoussé l'évidence par peur ou par flemme? Ce jour-là, Thomas a promis qu'il allait consulter. Pas demain, pas la semaine prochaine. Dès qu'il trouverait un créneau. Parce que pour la première fois, il avait compris que ce n'était plus juste une toux de Parisien. C'était quelque chose d'autre. Alors, voilà. Un lundi matin, Thomas a enfin décroché un rendez-vous. Pas simple entre les aucun créneau disponible sur Doctolib et les secrétaires au téléphone qui répondent à moitié agacés. Il a fini par trouver un médecin généraliste pas très loin de chez lui. 3 jours plus tard, le voilà assis dans la salle d'attente, coincé entre une maman et son bébé enrhumé, et un vieux monsieur qui racontait sa vie à tout le monde. Tu connais ces salles d'attente? La pile de magazines périmés,
les affiches dépistage du diabète jaunies par le temps, le silence pesant coupé par les quintes de tout Thomas n'était pas rassuré. Quand son nom a enfin été appelé, il est entré dans le bureau. Le médecin, la cinquantaine pressée, l'a écouté 2 minutes, a jeté un coup d'œil rapide dans ses poumons avec le stéthoscope et a conclu « Probablement une bronchite chronique. Rien de grave. Un peu de repos, et voilà. » Il lui a donné une ordonnance avec un sirop plus costaud, un inhalateur et un mot de prévention. Évitez les efforts intenses quelques jours. Thomas est reparti soulagé au début. Il y avait enfin une explication. Mais le problème, c'est que 2 semaines plus tard, rien n'avait changé. Sa toux restait. Son souffle, pareil. Parfois même pire. Alors il a rappelé. Nouveau rendez-vous. Cette fois, le médecin a soupiré. Bon, on va pousser un peu plus loin. Je vais vous prescrire une radio des poumons. Et là, c'est le parcours classique. Papier en main, aller à l'hôpital public et attendre des heures dans un couloir où on ne sait jamais si on est au bon endroit. Thomas s'est perdu 2 fois dans les dédales, a demandé son chemin à une infirmière pressée et a fini par tomber sur la bonne porte. Prenez une grande inspiration, ne bougez plus, clic. Et voilà. Une radio en 30 secondes après 3 heures d'attente, typiquement français. Les résultats, bien sûr, ne sont pas immédiats. Il a fallu revenir. Encore un rendez-vous. Encore de l'attente. Et encore cette impression étrange que personne ne voyait l'ensemble, que tout le monde se contentait de cocher des cases. Le médecin a regardé le compte-rendu en fronçant les sourcils, puis a dit « Bon, pas d'anomalie flagrante. Mais si ça continue, on envisagera d'autres examens. » Et Thomas est reparti, avec toujours cette toux, toujours ce souffle court, toujours la même inquiétude. C'est ça qui use, en fait, pas seulement la maladie, mais cette errance médicale, cette impression de ne pas avancer, de ne pas être pris au sérieux. Il en parlait à sa compagne le soir. J'ai l'impression qu'il pense que j'exagère. Elle lui répondait « Non, c'est juste long. Il faut insister. » Mais insister, ce n'est pas facile quand on n'a pas les réponses, quand on doute soi-même de ce qu'on ressent. Un jour, en sortant de l'hôpital, il s'est même demandé « Et si c'était vraiment moi qui me faisais des films? Si c'était juste du stress ou une petite infection qui traîne? » Il avait presque envie d'y croire. Mais son corps, lui, continuait de lui dire l'inverse. Et vous, ça vous est déjà arrivé? Cette impression d'être baladé, de sortir d'un rendez-vous avec plus de questions que de réponses. Pour Thomas, ce n'était que le début. Parce que le vrai diagnostic, celui qui allait changer sa vie, il n'était pas encore tombé. Et quand il est arrivé, il a tout bouleversé. Ça faisait déjà plusieurs semaines que Thomas enchaînait les rendez-vous. Toujours la même rengaine. Des sirops, des radios, des examens par précaution. Et toujours cette toux qui ne le lâchait pas, ce souffle court qui s'installait. Un matin, son médecin lui dit « Écoutez, on va passer à l'étape suivante. Je préfère que vous consultiez un pneumologue. » Le mot est tombé comme un poids, un spécialiste des poumons. Là, Thomas a compris que ce n'était plus juste une petite bronchite. Le rendez-vous, bien sûr, n'a pas été immédiat. 3 semaines d'attente. 3 semaines à se réveiller chaque nuit en toussant. 3 semaines à se demander ce qu'il avait vraiment. Et le jour J, il est entré dans un grand cabinet moderne avec des machines étranges, des tuyaux, des écrans qui affichaient des courbes de respiration. Le pneumologue, plus calme et plus attentif que les autres, lui a fait passer une batterie de tests. Soufflez fort, encore. Allez-y à fond. Inspirez, reprenez, tenez, encore une fois. Thomas est ressorti vidé comme s'il avait couru un marathon alors qu'il n'avait fait que respirer dans un embout en plastique. Puis est arrivé le moment que tout le monde redoute. L'attente dans le bureau pendant que le médecin regarde les résultats sur son écran. Il ne disait rien, juste ce petit froncement de sourcils, cette manière de croiser les bras qui en disait long. Enfin, il s'est tourné vers Thomas. Vous présentez des signes de ce qu'on appelle une BPCO. Thomas est resté figé. Une quoi? Une BPCO.
Bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est une maladie des poumons. En gros, vos bronches sont enflammées et rétrécies et ça ne se guérit pas. On peut soulager, ralentir l'évolution, mais on ne revient pas en arrière. Le mot chronique s'est planté dans sa tête comme une lame. Chronique, ça veut dire pour toujours. Il avait 38 ans, pas 70. Pas un vieil homme usé par une vie entière de tabac. Non, lui, il travaillait, il faisait du sport, il avait encore 1000 projets. Et là, on lui disait que ses poumons étaient déjà en train de lâcher. Thomas n'a pas su quoi répondre. Il hochait la tête mécaniquement pendant que le médecin parlait d'inhalateurs, de traitements à prendre chaque jour, de suivi régulier. Il a noté 2 ou 3 mots sur un papier, mais en vérité, il n'écoutait plus. Son cerveau répétait juste « maladie chronique », pas de retour en arrière. Maladie chronique. En sortant du cabinet, il s'est assis sur un banc dans la rue. Il avait l'impression que le monde autour de lui continuait normalement, les gens pressés, les voitures, le bruit de la ville, alors que son univers à lui venait de s'effondrer. Il a allumé une cigarette par réflexe, puis il l'a jetée aussitôt, dégoûté, presque en colère contre lui-même. Le diagnostic, c'est une gifle, parce que d'un coup, tout s'explique. La toux, l'essoufflement, la fatigue. Mais en même temps, tout change, parce que ce n'est pas juste un passage à vide. C'est une nouvelle vie qui commence, avec ses limites, ses traitements, ses peurs. Et vous vous rappelez du jour où un médecin vous a annoncé un mot qui a tout changé. Ce moment suspendu, où il y a un avant et un après, pour Thomas, c'était ce jour-là, le jour où 3 lettres ont tout redéfini. BPCO. Les premiers jours après le diagnostic, Thomas a cru qu'il exagérait, qu'il suffisait d'y penser un peu moins, de continuer comme avant. Mais très vite, il a compris. La BPCO n'était pas une idée, c'était une présence. Une ombre qui s'invitait dans chaque geste du quotidien. Le matin, déjà ça commençait par une toux sèche, lourde, qui le laissait plier en deux à bord du lit. Avant, il se levait d'un bond. Maintenant, il avait l'impression que chaque respiration devait être arrachée, comme si l'air passait par un filtre bouché. Il a voulu continuer le sport, par fierté, un footing comme avant. Mais au bout de 5 minutes, ses poumons se sont rebellés. Une brûlure dans la poitrine, un essoufflement si violent qu'il a dû s'arrêter, plier les mains sur les genoux, haletant comme un vieillard. Un vieillard, voilà l'image qui lui revenait sans cesse. Il avait 38 ans, mais son souffle appartenait déjà à quelqu'un de beaucoup plus vieux. Au travail aussi, la maladie s'est invitée. Les réunions, les présentations à chaque fois qu'il devait parler longtemps, sa voix s'éraillait, la toux reprenait. Il voyait les regards de ses collègues, un mélange d'inquiétude et d'impatience. Lui qui avait toujours été dynamique, moteur dans l'équipe, commençait à passer pour celui qui fatigue vite, celui qui ralentit. Mais le plus dur, c'était les moments banals, ceux qu'on ne remarque même pas quand on est en bonne santé. Monter un escalier, porter un sac de course, jouer à chatte avec sa nièce. Tout ça devenait une épreuve. Après quelques pas rapides, il devait s'arrêter, reprendre son souffle, parfois s'asseoir. Il n'osait plus dire oui quand on lui proposait une randonnée, un match de foot entre amis, une sortie un peu physique. Il déclinait avec un sourire forcé. Et puis, il y avait les traitements, l'inhalateur toujours dans la poche, les gestes précis, plusieurs fois par jour pour aider ses bronches à rester ouvertes. Ça avait l'air simple, mais c'était une piqûre de rappel constante. T'es malade, tu le resteras. Chaque bouffée de médicaments était une petite négociation avec lui-même. Un mélange de révolte et de résignation. Thomas s'est mis à calculer. Combien de temps il lui restait avant que ça empire? 10 ans? 20. Combien d'années avant l'oxygène à domicile, avant les bouteilles portatives, avant le masque en permanence? Ces questions tournaient dans sa tête la nuit, quand la toux le réveillait à 3 heures du matin. Le pire, peut-être, c'était le sentiment d'isolement. Parce que vu de l'extérieur, il n'avait rien. Pas de plâtre,
Pas de cicatrices, pas de signes visibles. Et pourtant, à l'intérieur, ses poumons s'épuisaient. Comment expliquer ça sans se passer pour quelqu'un qui se plaint trop? Alors il se taisait. Il gardait pour lui les moments où son souffle se bloquait, les angoisses silencieuses qui l'envahissaient. La BPCO, ce n'est pas seulement une maladie des poumons, c'est une maladie de la vie quotidienne. Elle transforme chaque geste simple en effort. Elle installe une sorte de fragilité permanente, une conscience brutale de ses limites. Thomas commençait à comprendre. Son corps n'était plus un allié. Il devenait un terrain miné, imprévisible. Et désormais, chaque jour serait une bataille pour respirer un peu plus facilement. Au début, Thomas avait l'impression que sa vie se résumait désormais à une liste d'interdites. Ne pas courir, ne pas monter trop vite les escaliers, ne pas oublier l'inhalateur, ne pas s'éloigner trop longtemps sans ses médicaments. Chaque journée ressemblait à un parcours balisé par la maladie, comme si un surveillant invisible le rappelait à l'ordre à chaque effort, à chaque projet. Mais peu à peu, quelque chose a changé. Pas par choix, pas d'un seul coup. Plutôt comme une lente adaptation, un mélange de résignation et de survie. Un soir, en rentrant de chez lui, il s'est arrêté sur son balcon. Il avait monté les 2 étages doucement, sans s'essouffler cette fois. Et là, il a juste regardé la ville. Les lumières, le vent léger, il a pris une grande inspiration, lente, mesurée. Et il s'est dit, si je respire encore, c'est que je peux encore vivre. Ça peut paraître banal, mais pour lui, c'était une révélation. Il a commencé à s'accrocher à ces petits moments, pas aux exploits, plus aux victoires spectaculaires. Non, juste au fait de pouvoir se réveiller sans crise, de réussir à marcher 20 minutes dans le parc, d'entendre sa nièce rire quand il faisait semblant de perdre un jeu de société. Bien sûr, la peur restait là. Tapis constante, la peur de l'avenir, la peur de l'aggravation, la peur d'étouffer un jour. Littéralement, certaines nuits, il se réveillait en sursaut, cherchant son souffle, persuadé qu'il allait manquer d'air pour de bon. Mais entre ses angoisses, il trouvait des forces inattendues. Il a commencé à mieux écouter son corps, à comprendre ses limites, à les respecter. Avant, il fonçait, il brûlait son énergie sans compter. Maintenant, il apprenait à gérer, à doser, comme si la maladie lui avait imposé une discipline que lui-même n'avait jamais su tenir. Il a aussi découvert une forme de patience. Quand tu sais que tu ne peux pas tout faire, tu choisis mieux ce que tu veux faire. Tu ralentis, tu observes, tu profites davantage des petites choses. Un café pris en terrasse, une discussion avec un ami, une marche lente au bord de l'eau. Et puis, il y a eu un autre changement, plus intime. Pour la première fois de sa vie, Thomas s'est autorisé à demander de l'aide, à dire à ses proches « J'ai besoin de toi ». Avant, il voulait être celui qui porte, qui protège, qui rassure. Maintenant, il découvrait qu'accepter la fragilité, ce n'était pas seulement perdre, c'était aussi laisser entrer les autres. La BPCO n'avait pas transformé Thomas en héros. Elle n'avait pas effacé ses colères, ses découragements, ses nuits blanches. Mais elle lui avait appris une vérité simple. Chaque respiration compte. Chaque souffle est un rappel. Et ce rappel, il ne pouvait plus l'ignorer. Désormais, sa vie n'était plus faite de grandes courses en avant. Elle avançait autrement, par petits pas, par instants arrachés à la peur. Mais des instants vrais, solides, qu'il savourait avec une intensité nouvelle. Thomas ne savait pas combien de temps il lui restait avant que la maladie progresse. Mais il savait une chose, il n'allait plus gaspiller son souffle. Il y a des histoires qui ne se terminent pas vraiment. Elles continuent en silence, jour après jour, à l'intérieur d'un corps qui lutte. C'est ça, la vie de Thomas aujourd'hui. Une suite de respirations comptées, parfois faciles, parfois douloureuses. Et quand on le regarde, on pourrait croire qu'il mène une vie ordinaire, qu'il se lève,
qu'il marche, qu'il boit son café, comme tout le monde. Mais chaque geste est une victoire invisible. Chaque inspiration est un combat discret. La BPCO n'a pas de guérison miraculeuse. Elle ne disparaît pas du jour au lendemain, et c'est une compagne silencieuse, souvent cruelle, qui rappelle sans cesse sa présence. Mais au lieu d'être écrasé, Thomas a trouvé une manière de continuer. Pas comme avant, différemment, avec lenteur, avec lucidité. Il a appris que la fragilité n'est pas une honte, que montrer ses limites, ce n'est pas perdre, c'est accepter d'être humain. Et que parfois, vivre, ce n'est pas courir plus vite que les autres, mais tenir debout quand ton souffle voudrait t'abandonner. Alors oui, il y a encore des jours sombres, des matins où sa poitrine se serre, où l'air semble trop lourd, trop rare, des soirs où la peur s'invite à sa table. Mais il y a aussi des instants lumineux, la brise sur son visage, une conversation légère, le rire de sa nièce qui couvre le sifflement de ses poumons. Et peut-être que c'est ça, le cœur de l'histoire. La BPCO n'a pas seulement pris à Thomas, elle lui a aussi révélé ce que beaucoup oublient, la valeur du souffle. On vit comme si chaque respiration était acquise. On parle, on court, on rit, sans jamais penser que cet air qui nous remplit est un cadeau fragile. On croit qu'il sera toujours là, disponible, gratuit. Mais pour Thomas, chaque bouffée d'air est un rappel. Une preuve qu'il est encore là, encore vivant. Peut-être que son histoire ne changera pas la médecine. Peut-être qu'elle ne sera jamais écrite dans un manuel ou citée dans une conférence. Mais elle porte un message simple, universel. Nous sommes tous liés à ce souffle que nous oublions trop souvent de respecter. Alors, si un jour, vous croisez quelqu'un qui marche plus lentement, qui s'arrête pour reprendre haleine, qui garde son inhalateur à portée de main, souvenez-vous de Thomas. Et souvenez-vous que derrière ce souffle court, il y a une bataille invisible, une force silencieuse. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas combien de temps il reste à vivre. La vraie question, c'est comment choisir de respirer ici et maintenant. Thomas, lui, a trouvé sa réponse. Pas dans les exploits, pas dans la course, mais dans chaque souffle accepté comme un trésor. Et c'est peut-être ça, la leçon la plus simple et la plus difficile. Chaque respiration est une victoire.